Don Quichotte de Cervantes, chapitre 63, lu par Patricia. De ce qui arriva à Don Quichotte avec des chevriers. Notre héros reçut des chevriers un bon accueil, et Sancho, ayant accommodé du mieux qu'il put pour la nuit Rocinante et son âne, flaira et découvrit, au fumet qu'il répandait, certains quartiers de chevreaux qui bouillaient devant le feu dans une marmite. Il aurait voulu, à l'instant même, voir s'ils étaient cuits assez à point pour les transvaser de la marmite en son estomac, mais les chevriers lui en épargnèrent la peine. Ils les tirèrent du feu, puis, étendant sur la terre quelques peaux de mouton, ils dressèrent en diligence leur table rustique et convièrent de bon cœur les deux étrangers à partager leurs provisions. 6 d'entre eux, qui se trouvaient dans la bergerie, s'accroupirent à l'entour des pots, après avoir prié Don Quichotte, avec de grossières cérémonies, de s'asseoir sur une auge en bois qu'ils avaient renversée pour lui servir de siège. Don Quichotte s'assit, et Sancho resta debout pour lui servir à boire dans une coupe qui n'était pas de cristal, mais de corne. Son maître, le voyant debout, lui dit « Pour que tu vois, Sancho, tout le bien qu'enferme en soi la chevalerie errante, et combien ceux qui en exercent quelque ministère que ce soit sont toujours sur le point d'être honorés et estimés dans le monde, je veux qu'ici, à mon côté, et en compagnie de ces braves gens, tu viennes t'asseoir, et que tu ne fasses qu'un avec moi, qui suis ton maître et seigneur naturel, que tu manges dans mon assiette, que tu boives dans ma coupe, car on peut dire de la chevalerie errante précisément ce qu'on dit de l'amour, qu'elle égalise toutes choses. » « Grand merci, répondit Sancho, mais je puis dire à votre grâce que pourvu que j'ai de quoi bien manger, je m'en rassasie, debout et à part moi, aussi bien et mieux qu'assis de pair avec un empereur. Et même, s'il faut dire toute la vérité, je trouve bien plus de goût à ce que je mange dans mon coin, sans contrainte et sans façon, ne fût-ce qu'un oignon sur du pain, qu'au dindon gras des autres tables où il faut mâcher doucement, boire à petits coups, s'essuyer à toute minute, où l'on ne peut ni tousser ni éternuer quand l'envie vous en prend, ni faire autre chose enfin que permettre la solitude et la liberté. Ainsi donc, monseigneur, ces honneurs que votre grâce veut me faire comme membre adhérent de la chevalerie errante, ayez la bonté de les changer en autre chose, qui me soit plus à profit et à commodité, car ces honneurs, quoique je les tienne pour bien reçus, j'y renonce pour d'ici à la fin du monde. Avec tout cela, reprit Don Quichotte, il faut que tu t'assoies, car celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Et, le prenant par le bras, il le fit asseoir, par force, à côté de lui. Les chevriers n'entendaient rien à ce jargon d'écuyers et de chevaliers errants, et ne faisaient autre chose que se taire, manger et regarder leurs hôtes, qui, d'aussi bonne grâce que de bon appétit, avalaient des morceaux gros comme le poing. Quand le service des viandes fut achevé, ils étalèrent sur les nappes de peau une grande quantité de glands doux, et mirent au milieu un demi-fromage, aussi dur que s'il eût été fait de mortier. Pendant ce temps, la corne ne restait pas oisive, car elle tournait si vite à la ronde, tantôt pleine, tantôt vide, comme les peaux d'une roue à chapelet, qu'elle eut bientôt desséché une outre, de 2 qui étaient en évidence. Après que Don Quichotte eut pleinement satisfait son estomac, il prit une poignée de glands dans sa main, et les regardant avec attention, il se mit à parler de la sorte. « Heureux âge, dit-il, et siècles heureux, ceux auxquels les anciens donnèrent le nom d'âge d'or, non point parce que ce métal qui s'estime tant dans notre âge de fer se recueillit sans aucune peine à cette époque fortunée, mais parce qu'alors ceux qui vivaient ignoraient ces 2 mots, tien et mien. En ce saint âge, toute chose était commune. Pour se procurer l'ordinaire soutien de la vie,
Personne, parmi les hommes, n'avait d'autre peine à prendre que celle d'étendre la main et de cueillir sa nourriture aux branches des robustes chênes, qui les conviaient libéralement au festin de leurs fruits doux et mûrs. Les claires fontaines et les fleuves rapides leur offraient en magnifique abondance des eaux limpides et délicieuses. Dans les fentes des rochers et dans le creux des arbres, les diligentes abeilles établissaient leur république, offrant sans nul intérêt, à la main du premier venu, la fertile moisson de leur doux labeur. Les lièges vigoureux se dépouillaient d'eux-mêmes, et, par pure courtoisie, des larges écorces dont on commençait à couvrir les cabanes, élevées sur des poteaux rustiques, et seulement pour se garantir de l'inclémence du ciel. Tout alors était paix, amitié, concorde. Le soc aigu de la pesante charrue n'osait point encore ouvrir et déchirer les pieuses entrailles de notre première mère. Car, sans y être forcée, elle offrait sur tous les points de son sein spacieux et fertile ce qui pouvait alimenter, satisfaire et réjouir les enfants qu'elle y portait alors. Alors aussi les simples et folâtres bergerettes s'en allaient de vallée en vallée et de colline en colline, la tête nue, les cheveux tressés, sans autre vêtement que ceux qui sont nécessaires pour couvrir pudiquement ce que la pudeur veut et voulut toujours tenir couvert. Et leurs atours n'étaient pas de ceux dont on use à présent, où la soie de mille façons martyrisées se rehausse et s'enrichit de la pourpre de Tyr. C'étaient des feuilles entrelacées de bardane et de lierre, avec lesquelles, peut-être, elles allaient aussi pompeuses et parées que le sont aujourd'hui nos dames de la cour, avec les étranges et galantes inventions que leur a enseignées l'oisive curiosité. Alors les amoureux mouvements de l'âme se montraient avec ingénuité, comme elle les ressentait, et ne cherchaient pas pour se faire valoir d'artificieux détours de parole. Il n'y avait point de fraude, point de mensonge, point de malice qui vinssent se mêler à la franchise, à la bonne foi. La justice seule faisait entendre sa voix, sans qu'osât la troubler celle de la faveur ou de l'intérêt, qui l'étouffe maintenant et l'opprime. La loi du bon plaisir ne s'était pas encore emparée de l'esprit du juge, car il n'y avait alors ni chose, ni personne à juger. Les jeunes filles et l'innocence marchaient de compagnie, comme je l'ai déjà dit, sans guide et sans défense, et sans avoir à craindre qu'une langue effrontée ou de criminels desseins les souillassent de leurs atteintes. Leur perdition naissait de leur seule et propre volonté. Et maintenant, en ces siècles détestables, aucune d'elles n'est en sûreté, fût-elle enfermée et cachée dans un nouveau labyrinthe de crête, car, à travers les moindres fentes, la sollicitude et la galanterie se font jour. Avec l'air pénètre la peste amoureuse, et tous les bons principes s'en vont à volo. C'est pour remédier à ce mal que, dans la suite des temps, et la corruption croissante avec eux, on institua l'ordre des chevaliers errants, pour défendre les filles, protéger les veuves, favoriser les orphelins et secourir les malheureux. De cet ordre-là, je suis membre, mes frères chevriers, et je vous remercie du bon accueil que vous avez fait à moi et à mon écuyer. Car, bien que par la loi naturelle, tous ceux qui vivent sur la terre soient tenus d'assister les chevaliers errants, toutefois, voyant que, sans connaître cette obligation, vous m'avez bien accueilli et bien traité, il est juste que ma bonne volonté réponde autant que possible à la vôtre. Toute cette longue harangue, dont il pouvait fort bien faire l'économie, notre chevalier l'avait débitée, parce que les glands qu'on lui servit lui remirent l'âge d'or en mémoire, et lui donnèrent la fantaisie d'adresser ce beau discours aux chevriers, lesquels, sans lui répondre un mot, s'étaient tenus tout ébahis à l'écouter. Sancho se taisait aussi, mais il avalait des glands doux et faisait de fréquentes visites à la seconde outre qu'on avait suspendue à un liège pour que le vin se tînt frais.
Don Quichotte avait été plus long à parler que le souper à finir, et dès qu'il eut cessé, un des chevaliers lui dit: Pour que votre grâce, seigneur chevalier errant, puisse dire avec plus de raison que nous l'avons régalé de notre mieux, nous voulons lui donner encore plaisir et divertissement en faisant chanter un de nos compagnons qui ne peut tarder à revenir. C'est un garçon très entendu et très amoureux, qui sait lire et écrire par-dessus le marché, et de plus est musicien, jouant d'une viole à ravir les gens. À peine le chevrier achevait ces mots, qu'on entendit le son de la viole, et bientôt on vit paraître celui qui en jouait, lequel était un jeune homme d'environ 22 ans, et de fort bonne mine. Ses compagnons lui demandèrent s'il avait soupé. Il répondit que oui. Alors celui qui l'avait annoncé lui dit: De cette manière, Antonio, tu pourras bien nous faire le plaisir de chanter un peu, afin que ce seigneur, notre hôte, voie que, dans les montagnes et les forêts, on trouve aussi des gens qui savent la musique. Nous lui avons raconté tes talents, et nous désirons que tu les montres, afin de ne point passer pour menteur. Ainsi, assieds-toi, je t'en prie, et chante-nous la chanson de tes amours, celle qu'a versifiée ton oncle le bénéficier, et que le village a trouvée si jolie. Très volontiers, répondit Antonio. Et, sans se faire prier davantage, il s'assit sur une souche de chêne, accorda sa viole, et un moment après, chanta de fort bonne grâce les couplets suivants. Je sais, oh là là, que tu m'adores, bien que tu ne m'en aies rien dit, même avec les yeux, ces langues muettes des amours. Parce que je sais que tu m'as compris, je me persuade que tu m'aimes, car jamais l'amour qui fut connu n'est resté malheureux. Il est vrai que maintes fois, oh là là, tu m'as fait croire que tu as l'âme de bronze et que ton sein blanc couvre un cœur de rocher. Mais à travers l'honnêteté de tes refus et de tes reproches, l'espérance laisse peut-être voir le pan de sa robe. Ma foi se jette sur l'amorce, n'ayant jamais eu de motif, ni de diminuer parce que j'étais refusé, ni de grandir parce que j'étais choisi. Si l'amour est courtoisie, de celle que tu montres, je conclus que la fin de mes espérances sera telle que je l'imagine. Et si de bons offices sont capables d'adoucir un cœur, ceux que j'ai pu te rendre fortifient mon espoir. Car, pour peu que tu aies pris garde, tu auras vu plus d'une fois que je me suis vêtue le lundi de ce qui me faisait honneur le dimanche. Comme l'amour et la parure suivent toujours le même chemin, en tout temps à tes yeux, j'ai voulu me montrer galant. Je laisse la danse à cause de toi, et je n'ai pas besoin de te rappeler les musiques que tu as entendues à la nuit close ou au premier chant du coq. Je ne compte pas toutes les louanges que j'ai faites de ta beauté, lesquelles, si vraies qu'elles soient, m'ont mis très mal avec quelques-unes de tes compagnes. Teresa del Berrocal me dit un jour que je te vantais. Telle pense adorer un ange qui n'adore qu'un singe. Grâce à de nombreux joyaux, à des cheveux postiches et à d'hypocrites beautés qui trompent l'amour même. Je lui donnai un démenti. Elle se fâcha. Son cousin prit sa défense, il me défia, et tu sais bien ce qu'il a fait et ce que j'ai fait. Je ne t'aime pas à l'étourdi, et ne te fais pas une cour assidue pour que tu deviennes ma maîtresse. Mon intention est plus honnête. L'Église a de saints nœuds qui sont des liens de soie. Mets ta tête sous le joug, tu verras comme j'y mettrai la mienne. Si tu refuses, je jure ici, par le saint le plus révéré, de ne plus sortir de ces montagnes, sinon pour me faire capucin. En cet endroit, le chevrier cessa de chanter,
et quoique Don Quichotte le priât de chanter encore quelque chose, Sancho Panza ne voulut pas y consentir, lui qui avait plus d'envie de dormir que d'entendre des chansons. « Votre grâce, dit-il à son maître, peut bien s'arranger dès à présent un gîte pour la nuit, car le travail que se donnent ces bonnes gens toute la journée ne permet pas qu'ils passent la nuit à chanter. »« Je te comprends, Sancho, lui répondit Don Quichotte, et je m'aperçois bien que tes visites à l'outre exigent en retour plus de sommeil que de musique. »« Dieu soit loué, répondit Sancho, personne n'en a fait le dégoûté. »« J'en conviens, reprit Don Quichotte, permis à toi de t'arranger à ta fantaisie. Mais aux gens de ma profession, il sied mieux de veiller que de dormir. Cependant, il sera bien, Sancho, que tu me penses encore une fois cette oreille qui me fait vraiment plus de mal qu'il n'est besoin. » Sancho se mit en devoir d'obéir. Mais un des chevriers, voyant la blessure, dit à Don Quichotte de ne pas s'inquiéter et qu'il allait employer un remède qui l'aurait bientôt guéri. Cueillant aussitôt quelques feuilles de romarin, qui étaient très abondants en cet endroit, il les mâcha, les mêla d'un peu de sel, et lui appliquant cet emplâtre sur l'oreille, qu'il banda fortement, il l'assura qu'il n'était pas besoin d'un second médecin. Ce qui fut vrai.